j'ai compris le message la dernière fois. À partir de maintenant, je vais être une meilleure personne et ça commence par un cadeau. C'est pour moi? Il fallait pas. J'ai dû faire jouer mes contacts et réclamer 2-3 faveurs, mais je pense que ça va te plaire. Non, t'as quand même pas. Et si, un dîner en tête-à-tête avec la femme de tes rêves? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On peut changer la date s'il faut. Non, c'est pas ça, mais Anya Taylor-Joy c'était le mois dernier. Pardon? J'avais pas osé t'en parler, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre depuis. Oh. Mais j'apprécie vraiment le geste, tu t'es donné du mal. Non, t'inquiète, je suis content pour toi, c'est un nouveau mois, je suis là pour te soutenir quoi qu'il arrive. Oh merci Rupert. Et toi aussi t'évolues, ça va faire du bien de te voir avec une vraie personne plutôt que de fantasmer de façon unilatérale sur des actrices célèbres. Oh non. C'est différent cette fois-ci. Victoria Pedretti, qui joue notamment Love Queen dans la saison 2 de You, c'est l'amour de ma vie. Ok, j'abandonne toute idée de devenir une meilleure personne et c'est entièrement de ta faute. Le sujet du jour, c'est donc les aliens, les extraterrestres. Si vous connaissez l'émission, vous savez que j'ai tendance à aborder la réalité avant de la confronter à la fiction. Attends, tu sais des choses sur les extraterrestres dans la réalité? Non, j'évite autant que possible de propager des informations qui ne sont pas vérifiées par des sources fiables. Donc à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas affirmer que les aliens existent. Oh. Attends, c'est exactement ce que dirait un alien? Alors plutôt que d'aborder des théories et des hypothèses qui ne sont pas basées sur des faits avérés, je vais plutôt faire un exposé sur l'histoire des aliens en fiction. En effet, voir comment l'image populaire des extraterrestres s'est formée au fil du temps, ça va nous aider à mieux comprendre le rôle qu'ils jouent en fiction. Et évidemment, on passera aussi sur quelques clichés qui peuvent être évités quand on écrit des histoires sur les aliens. Attends, combien j'ai de doigts? 10. Oh mon dieu, il peut voir à travers la matière. À partir du moment où les humains ont réalisé qu'ils vivaient sur un astre et qu'il y avait d'autres astres, ils ont imaginé une vie extraterrestre. Si notre planète est habitée, pourquoi les autres ne le seraient pas? L'une des premières traces supposées de cette hypothèse remonte au 6e siècle avant notre ère, avec le philosophe grec Anaximandre qui imagine une pluralité cosmique. Au passage, Anaximandre c'est un nom super cool pour un personnage de fantasy. Ou pour un alien. Du point de vue des penseurs antiques, évidemment la vie extraterrestre c'était une vie intelligente, similaire aux humains, ils ne pensaient pas à la vie bactérienne. Principalement parce qu'ils ignoraient l'existence des bactéries. Ça n'aide pas. Ainsi, au 1er siècle avant notre ère, le poète romain Lucrèce écrit que si la même force, la même nature subsiste pour pouvoir rassembler en tout lieu ces éléments, dans le même ordre qu'ils ont été rassemblés sur notre monde, il te faut avouer qu'il y a dans d'autres régions de l'espace, d'autres terres que la nôtre, et des races d'hommes différentes et d'autres espèces sauvages. Au vu des connaissances de l'époque, c'est une déduction très en avance. On sait aujourd'hui que les éléments qui constituent la matière sont répartis de façon plus ou moins homogène à travers l'univers. En avance sur son temps. À moins que Lucrèce ne soit un alien lui aussi! Ce qu'on ne sait pas, c'est si l'apparition de la vie est inévitable ou un pur accident. Mais il va falloir attendre le Moyen-Âge avant de trouver les traces des premières histoires dans lesquelles on peut identifier des personnages extraterrestres. Dans les Mille et une nuits, un recueil de contes persans, indiens et arabes, on trouve ainsi les aventures de Bulukiya. Ce personnage part en quête de l'herbe d'immortalité et traverse le monde, puis le cosmos. Il arrive dans d'autres mondes peuplés d'autres sociétés, des djinns, des sirènes, des êtres doués de conscience. Mais l'histoire la plus frappante à ce sujet, c'est sans doute le conte du coupeur de bambou que l'on retrace au Japon du Xe siècle. Et il est potentiellement inspiré d'un conte tibétain antérieur. Taketori Monogatari nous raconte donc l'histoire du coupeur de bambou éponyme qui, un jour, en coupant un bambou, y trouve un minuscule bébé, une petite fille aux cheveux d'or. En grandissant, elle devient une magnifique femme que l'on nomme Kaguya Hime ou princesse Kaguya. De nombreux hommes la demandent en mariage et elle les rejette tous car ils ne sont pas dignes, jusqu'à ce que l'empereur du Japon lui-même fasse sa demande. Cependant, Kaguya Hime refuse. Elle révèle alors qu'elle ne peut pas épouser l'empereur car elle n'appartient pas à ce monde. Elle vient de Tsuki no Miyako, la capitale de la lune. À la fin de l'histoire, des êtres célestes qui aveuglent les gardes impériaux avec une étrange lumière viennent ramener Kaguya Hime sur la lune. Oui, c'est un mélange entre E.T. et Sailor Moon. Mais c'est très intéressant parce que dès le Xe siècle, on retrouve des éléments qui sont aujourd'hui communs en science-fiction. Un bébé extraterrestre recueilli par les humains qui grandit avec eux, qui s'avère être incroyable et qui finit par être forcé de retrouver son peuple. Ça devrait vous faire penser à quelque chose. Il peut lire dans nos pensées! Mais on est presque un millénaire avant la création de l'alien moderne.
Cette image de l'extraterrestre tel qu'on le connaît aujourd'hui, elle commence à naître à la fin du 19e siècle. Après que des astronomes comme Giovanni Schiaparelli aient pointé leur télescope sur Mars et aient cru y observer des canaux, l'hypothèse d'une vie intelligente sur la planète rouge enflamme les auteurs de fiction. En 1889, Guy de Maupassant écrit ainsi L'Homme de Mars, qui se base sur les connaissances scientifiques de l'époque et nous parle du premier vaisseau interstellaire qui se serait crashé sur Terre sous les yeux d'un passant. Quelques années plus tard, c'est H.G. Wells qui va codifier le genre de l'invasion extraterrestre en 1898 avec La Guerre des Mondes. En 1912, Edgar Rice Burroughs, le papa de Tarzan, écrit A Princess of Mars, où on trouve sans doute la première description de martiens à la peau verte, qui ne sont alors qu'une espèce de martiens parmi d'autres. L'image des petits hommes verts se développera ensuite de plus en plus, sans doute liée à une association d'idées communes en Occident. En effet, le vert est historiquement la couleur des créatures fantastiques, les elfes, les gnomes, les fées. Il est donc associé au paranormal, au surnaturel, et devient un signe distinctif des extraterrestres. L'image du petit gris, elle, n'arrivera que dans les années 50, après la rencontre de Kelly Hopkinsville en 1955. Une famille du Kentucky vivant dans une ferme a raconté avoir été assaillie toute une nuit par des petits hommes phosphorescents avec de grands yeux. Mais ça vient pas de Roswell, avec l'autopsie de l'alien? Alors non. Même si l'affaire Roswell date des années 40, la fameuse autopsie d'un extraterrestre de Roswell que tout le monde a vue, elle vient d'un riche producteur de films britannique nommé Ray Santilli, qui a travaillé avec le spécialiste des effets spéciaux John Humphreys en 1993. Il a avoué depuis que c'était un faux, mais il n'a jamais rendu les 5 millions de dollars que lui a rapporté la vente de ces images. Ou alors on l'a fait taire. En tout cas, ce n'est pas l'affaire de Roswell qui a cimenté l'image des petits gris, mais bien l'affaire de Kelly Hopkinsville. À partir du XXe siècle, les extraterrestres et la science-fiction ont le vent en poupe, et les aliens se diversifient. Qu'ils ressemblent à des humains ou des monstres tentaculaires, ils finissent par ne plus avoir qu'une chose en commun, le mot qui les désigne. Le mot alien, qu'on emprunte de l'anglais, il vient à la base du latin alienus, signifiant « qui appartient à quelqu'un d'autre ». Ce mot est lui-même dérivé de alius, qui signifie simplement « autre ». D'ailleurs, en anglais, alien peut aussi simplement vouloir dire étranger. Et cette étymologie, elle est très intéressante puisqu'elle est liée à l'une des thématiques les plus souvent associées aux histoires d'extraterrestres, celle de notre rapport à l'autre. L'alien, c'est celui qui n'est pas humain. L'alien, ce n'est pas nous. Et évidemment, ça dépend grandement de la définition qu'on a de nous, et même d'humains. Ainsi, à partir du XXe siècle, les aliens servent souvent de parallèle aux puissances étrangères, mais aussi aux immigrés. Ce n'est pas pour rien que les histoires d'invasion extraterrestre connaissent un pic de popularité dans les années 50, quand la menace d'une invasion soviétique pèse sur l'Occident. Pour ce qui est de l'immigration, s'il y a bien un alien qui la représente aux États-Unis, c'est Kal-El, de son nom d'emprunt Clark Kent, plus connu sous le titre de Superman. Créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, deux fils d'immigrés juifs, en 1933, Superman naît d'abord d'une volonté cathartique. Avant d'être un héros, c'est un moyen pour les auteurs d'écrire un personnage surpuissant qui corrige les maux du monde et les injustices. Avant d'affronter des super méchants, Superman arrête des criminels et protège les opprimés. Dans le Action Comics numéro 1, il sauve une innocente accusée de meurtre, une femme battue par son mari, Lois Lane qui a été enlevée par un gangster, et pousse un sénateur corrompu à se confesser. Avec Superman, l'alien est une force du bien qui aide à améliorer la vie des humains. Là où il était une menace quand des auteurs natifs d'un pays l'écrivaient, l'extraterrestre devient un héros sous la plume des immigrés. Consciemment ou non, Siegel et Shuster ont assimilé cette notion de l'autre associée aux aliens et y ont insufflé leur propre expérience en tant que cet autre dans la société. Et d'ailleurs, dans les années 60, après que la reconstruction d'après-guerre ait donné une image plus positive aux immigrés, on retrouve de plus en plus d'aliens héroïques. Star Trek nous présente un monde dans lequel les humains ont dépassé la xénophobie et l'un des personnages principaux, Spock, est un exemple héroïque d'alien qui travaille en tandem avec l'humanité. En 1963, on voit aussi l'apparition au Royaume-Uni de la série Doctor Who. Et si le statut d'alien du Docteur n'est pas initialement clair et qu'il n'est pas encore le héros de l'histoire, au fil des saisons, il devient cet alien bienveillant qui protège l'humanité. Mais d'un autre côté, l'alien reste l'inconnu et donc une source de peur. Ainsi, en 1979, Alien avec un A majuscule nous présente la vie extraterrestre comme monstrueuse et dangereuse. Non pas pour représenter les immigrés, mais plutôt la peur primaire de la vie sauvage et indomptable. L'alien devient ce qui est étranger à la civilisation. C'est un monstre qui n'a pour but que de tuer les passagers du vaisseau, non pas par malice, mais par instinct. C'est un rappel que dans un monde technologique, la nature peut reprendre ses droits en un claquement de doigts.
L'alien nous ramène ainsi à notre fragilité humaine. C'est un extrême de l'utilisation de l'extraterrestre comme un être supérieur. Dans Alien, il nous est supérieur en tant que prédateur. Mais à l'autre extrême, il y a des aliens qui nous sont supérieurs en tant que vie intelligente. Selon les auteurs, ça peut en faire une menace sur nous si leurs intentions sont mauvaises, ou bien ils peuvent nous guider vers le salut. Thématiquement, on retrouve ainsi une réflexion sur les superpuissances étrangères et leur influence sur nos vies. Quand l'autre est capable de nous annihiler en appuyant sur un simple bouton, on est à sa merci et on ne peut que croiser les doigts pour que ses intentions soient bonnes. Tout ça pour dire que les aliens ne sont pas vraiment des créatures extraterrestres. Ce sont avant tout des reflets de notre monde. Pour une simple raison, on ne connaît que notre monde. Toute autre vie que l'on essaye d'imaginer, elle est inspirée de la vie sur Terre, ou alors c'est une réponse à celle-ci. Quand on veut écrire des aliens, on est forcé de se baser sur ce qu'on connaît. Ce qui peut créer des personnages fascinants, ou bien des gros problèmes de logique et de cohérence. Vous l'aurez compris, c'est l'heure des bad tropes. Les auteurs ont une fâcheuse tendance à être humains. Il ne se cache même plus. De ce fait, ils ont une expérience de la vie qui est humaine. Alors quand ils écrivent des aliens, ils ne peuvent pas s'empêcher de leur donner des qualités humaines. C'est de l'anthropocentrisme, voir l'univers à travers nos yeux d'humains. Ce qui fait qu'un grand nombre d'aliens en fiction sont juste des humains. Ils peuvent avoir la peau verte ou bleue, ce ne sont que des différences superficielles. Dans le fond, ils pensent, raisonnent et ressentent les choses comme des humains. Ce n'est pas une mauvaise chose, si votre but c'est que votre audience s'attache à vos personnages, ça va être plus facile s'ils ont des traits humains. Mais justement, les aliens nous permettent d'explorer des personnages qui sont libres de l'humanité. Si un alien est juste un humain avec un bout de latex sur le front, est-ce qu'on utilise vraiment tout son potentiel? Ce qu'on peut faire, c'est donner une culture propre aux aliens. Par exemple, par convention narrative, les aliens parlent la langue du public dans la plupart des histoires. À travers l'univers de Star Trek, combien de races aliens parlent anglais? Mais à côté de ça, les Klingons ont leur propre langue, leur propre alphabet, ça leur donne déjà une existence plus tangible. Sauf qu'on tombe dans un autre écueil, les aliens monoculturels. Sur Terre, il y a des milliers de langues, des milliers de cultures, des milliers de traditions différentes, et on est juste une petite planète. Alors que les aliens, en fiction, par souci de simplicité, ont tendance à être résumés à une culture par planète. Des fois, il y en a deux qui s'opposent pour faire joli, mais généralement, les aliens sont culturellement uniformes. Ils ont une langue, une façon de s'habiller, une culture, et tout le monde est pareil sur la planète. Ce trope, ça s'appelle Planet of Hats, ou la planète des chapeaux. Imaginez s'il y avait une planète entière qui se résume à « on porte des chapeaux » ou des bérets. Ce serait comme dire que la Terre a une spécialité, genre la bière. On est la planète de la bière, notre économie tourne autour du brassage, on est pété du matin au soir parce qu'on est la planète de la bière. C'est ignorer le fait que la culture, les traditions, les langues, ce sont des phénomènes qui sont soumis à la distance. Plus un espace est étendu, plus les habitudes de ses habitants seront diversifiées. Ça peut être réduit par des moyens de communication et de transport. Dans le monde moderne, on a beaucoup plus en commun avec les autres cultures qu'auparavant. Mais c'est pas parce qu'un Indien et un Français ont tous les deux un compte Facebook qu'ils ont la même culture et les mêmes références. On en a juste certaines en commun. Alors pourquoi une espèce alien serait-elle uniforme dans sa culture? On peut trouver une justification à ça. Imaginez qu'une civilisation de cette planète a dominé toutes les autres et imposé son modèle unique par exemple. Mais il y a aussi un intérêt à faire découvrir une planète entière et la richesse des cultures qui s'y trouvent. Et si ces aliens ont des cultures, est-ce qu'ils ont une pop culture? Est-ce qu'ils font des films, écrivent des livres, écoutent de la musique? Est-ce qu'ils se sortent des références? Est-ce qu'ils ont des mèmes? Ce sont des éléments qui peuvent être amusants ou intrigants à présenter dans un récit. Bien évidemment, c'est une vision très calquée sur les 20e et 21e siècles, mais après tout, les aliens sont généralement un reflet de l'époque dans laquelle ils ont été imaginés. Si une planète peut avoir des étés, pourquoi n'aurait-elle pas de tube de l'été? Alors je danse le skirk, entrez-moi sans mon spark. Je veux sentir ton flurk, tout au fond de mon stark. Je danse le skirk. En donnant des cultures, des références, un environnement, une vie sauvage à une espèce alien, on peut créer un univers d'une richesse incroyable. En ce sens, on est très proche de la création d'univers de fantasy, mais avec nettement moins de contraintes. La fantasy est un genre très limité niveau espèce. Les gens ont une préconception de ce à quoi ressemblent les elfes et les nains. Et même si vous allez à contre-courant de ces préconceptions, vous le faites en réponse à celle-ci. Alors que personne ne sait à quoi ressemble Asglurk. Vous êtes entièrement libre de créer une espèce nouvelle et toutes les cultures qui vont avec. Enfin ça, c'est si vous décidez d'écrire des aliens humains. Parce qu'à l'opposé de l'échelle anthropomorphique, on a les aliens qui n'ont rien à voir avec les humains, que ce soit dans la forme ou dans le fond. En prenant du recul par rapport à l'humanité, on peut imaginer une forme de vie qui ne fonctionne pas sur les mêmes bases que nous. Et dans ce cas, comment les rendre intéressants s'ils n'ont rien d'humain?
La première possibilité, c'est d'en faire des monstres, des créatures dont l'intelligence est si différente de la nôtre que toute communication est impossible. C'est souvent comme ça qu'on en fait une menace, ce sont des forces de la nature contre lesquelles nous devons nous battre. Mais je pense que c'est pas toujours très intéressant. Parce que si on veut écrire une histoire sur l'homme contre la nature, autant utiliser la nature directement. Avec les aliens, on a un potentiel infini, alors pourquoi se contenter de leur donner un rôle qui pourrait être rempli par un astéroïde? Si on veut écrire une histoire où les aliens ne fonctionnent pas comme nous et où ils représentent un danger contre lequel on ne peut rien, c'est plus intéressant de se demander comment ils fonctionnent justement. Un exemple que j'adore, c'est dans H2G2, où les aliens veulent détruire la Terre non pas parce qu'ils sont mal intentionnés ou parce qu'ils sont des monstres, mais parce qu'ils veulent construire une autoroute spatiale et qu'on est sur le chemin. Tout est possible avec les aliens. Ils peuvent avoir n'importe quel type de motivation, ou même pas de motivation du tout. Se contenter de dire « ils sont méchants, ils détruisent tout sur leur passage », c'est d'un ennui terrible. Des aliens qui nous attaquent pour des raisons humaines, c'est redondant. Des aliens qui nous attaquent sans raison, c'est chiant. Mais des aliens qui nous attaquent pour des raisons aliens, là ça commence à causer. Il y a des millions de choses que l'on peut faire avec les extraterrestres, une infinité de possibilités. Alors pourquoi, au grand pourquoi, on imagine toujours qu'ils veulent nous enfoncer des sondes dans l'anus? Quoi? Ok, plus personne ne prend ce trope au sérieux s'il l'a jamais été. Mais de toutes les associations d'idées, les aliens et la sonde anale, c'est celle que je comprends le moins. Je me doute que c'est né d'une crainte réelle teintée d'homophobie que ces créatures extraterrestres ont traversé des galaxies pour assaillir nos anus. Mais sérieux? Au final, il y a énormément de choses à dire sur les aliens en fiction, et si j'avais voulu entrer en profondeur, sans mauvais jeu de mots, Tu peux pas faire le mauvais jeu de mots et ensuite le renier. la vidéo aurait duré 2 heures. Ici, mon objectif, c'est plutôt de condenser l'essentiel de ce que représentent les aliens et de donner des pistes vastes à explorer pour les auteurs. L'alien, c'est l'autre, mais l'autre, c'est nous. Donc tu l'admets, tu es un alien. Comprendre comment les extraterrestres nous renvoient à nous-mêmes en fiction, c'est essentiel pour trouver le rôle qu'ils jouent dans notre imaginaire. Ils nous permettent de questionner notre réalité en l'approchant d'un tout nouveau point de vue, et rien que pour ça, ils apportent une richesse sans fin à l'écriture. Les aliens sont un miroir pour l'humanité. Un peu comme les miroirs de fêtes foraines qui vous déforment et vous montrent une image étrange de vous-même. C'est pour ça que je conclurai là-dessus. Apprendre à écrire des aliens, c'est apprendre à écrire des humains. Mais attends, du coup t'es un humain ou un alien? Je suis perdu moi. Mais c'est peut-être toi l'alien. Ce serait ridicule. À moins que...